je suis Vanessa Florence, adjointe au service formation à la CCI Bayonne Pays Basque au sein de la direction performance et compétences. Donc, pour vous faire un petit lien par rapport à ces webinaires, la CCI est restée présente durant cette période un petit peu compliquée et restée mobilisée en accompagnant les chefs d'entreprise sur plusieurs thèmes. Donc, les ressources humaines, le financement, le juridique et le fiscal, commerce et services, le tourisme et l'industrie. Et suite à la reprise de l'activité du 11 mai, la CCI a mis en place un suivi et un accompagnement auprès des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, donc, pour présenter ce webinaire, je suis en compagnie de mes deux collègues que je vais laisser se présenter. Bonjour, moi je suis Caroline Adam, je suis conseillère entreprise au service formation de la CCI Bayonne Pays Basque et également chargée de mission handicap dans ce même service. Voilà. Bonjour, je suis Cathy Biscay-Bordenave, je suis la DRH du groupe CCI. Et le groupe CCI, c'est quoi? C'est l'appui aux entreprises. C'est une école de gestion, CAGE, de la formation continue. Ce sont deux ports, le port de pêche et c'est aussi l'école d'ingénieurs Estia avec tout l'environnement pépinière et centre de recherche technologique. Voilà. Parfait. Donc, nous allons vous présenter durant ce webinaire les bonnes pratiques RH pour vous accompagner dans la reprise de l'activité post-Covid. Alors, je tiens à vous préciser quand même qu'aujourd'hui, les entreprises sont à des niveaux complètement différents. Là, au niveau du webinaire, c'est vraiment des entreprises différentes également. Donc, les informations sont vraiment très générales. Si vous avez des questions spécifiques par la suite, il y a nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter et bien évidemment, nous allons répondre à toutes vos questions. Alors, voilà, nous avons les coordonnées. Les règles du jeu, pendant ce webinaire, on tenait à préciser parce qu'on a des petits soucis. Donc, il faut couper tous les micros. Pour poser des questions pendant le live, il y a une petite messagerie en bas, donc questions-réponses. Nous allons y répondre, bien évidemment, à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. Et la présentation vous sera envoyée par mail à la fin. Alors, nous allons commencer sur 5 thèmes, les obligations de l'employeur en matière de mesures d'hygiène et de sécurité, assurer la bonne santé et la sécurité des salariés, le droit de retrait d'un salarié, le recours à l'activité partielle et le télétravail, un nouvel atout. Donc, pour commencer, les obligations de l'employeur en matière de mesures d'hygiène et de sécurité. Alors, à ce stade, nous sommes dans un protocole donc, de déconfinement. Il y a 8 points principaux à retenir. Maintenir le respect des gestes barrières et mesures de distanciation physique. Prévoir 4 mètres carrés minimum par personne dans un même espace avec une distance d'1 mètre entre chaque personne. Continuer, si l'on peut bien évidemment selon l'activité, à privilégier le télétravail pour gérer les flux et la circulation des salariés et des visiteurs externes au sein de l'entreprise pour éviter les croisements et les contacts. Mettre à disposition et utiliser tous les équipements de protection individuelle dans le respect des conditions d'utilisation idéales. Pas de tests de dépistage au sein des entreprises ni de généralisation de prise de température, qui reste possible bien évidemment sur certaines conditions. Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux avant le retour dans les locaux et en continu après la reprise de l'activité. Ça, c'est un protocole à respecter. Poursuivre les efforts ou renforcer l'information et la communication auprès du personnel et associer les représentants du personnel ou informer les salariés. Obligation d'information et de formation. Ça, c'est très important parce qu'on l'oublie, mais c'est très important dans une entreprise.
Alors, on vous a mis également au niveau du PowerPoint, vous allez pouvoir le télécharger, le protocole national du déconfinement. Là, on vous a mis les 8 points principaux, mais tout est détaillé dans ce protocole à télécharger. Depuis le 2 juin jusqu'au 21 juin, nous sommes donc à la deuxième étape du confinement et il y a encore certaines mesures à respecter. Donc, comme on vous l'a dit, le télétravail est toujours à privilégier, les gestes barrières et la distanciation physique, la limitation des regroupements à 10 personnes dans l'espace public. On a fait un petit focus parce que c'était en phase 2 quand même par rapport aux cafés, bars, restaurants qui font partie bien évidemment de nos clients qui ont été pour la plupart donc fermés ou ont dû s'adapter au confinement. Donc, l'ouverture des établissements situés en zone verte et seulement les terrasses en zone orange. Il y a encore des règles à respecter. Pour exemple, il y a 1 mètre minimum entre chaque table, 10 personnes maximum par table, le port du masque obligatoire pour le personnel et les clients quand ils se déplacent, pas de consommation debout à l'intérieur, une ardoise ou un menu interactif et mettre à disposition du gel hydroalcoolique pour la clientèle et les employés. Ensuite, assurer donc la bonne santé des salariés. Donc, on n'entend pas ma collègue. Ah, elle a le micro coupé. Voilà. Ah, vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. Oui, bonjour à tous, pardon. Donc on va continuer sur ce deuxième point. Nous allons voir comment donc assurer la bonne santé et la sécurité de ces salariés. Alors voilà, il est important d'identifier les risques, les évaluer et mettre en place des mesures de prévention. Donc la communication auprès de vos salariés, des représentants du personnel, comme l'a dit Vanessa Florence tout à l'heure, est primordiale. La mise à jour également du document unique d'évaluation des risques est indispensable dans l'entreprise. Un précédent webinaire la semaine dernière a été présenté par la CCI et la CARSAT sur le document unique. Donc, vous pouvez retrouver sur le site internet de la CCI le document de présentation si vous voulez avoir un petit peu des informations sur le document unique d'évaluation des risques. Voilà. Donc, il est préconisé d'afficher les recommandations du gouvernement ainsi que les bonnes pratiques en matière de gestes barrières. Donc d'acheter et de mettre à disposition les équipements de protection pour vos salariés, le masque, du savon, du gel hydroalcoolique, des IGF-ON. Pour cela, dans ce sens-là, en fait, la CCI a mis en place une plateforme pour mettre en relation les entreprises souhaitant acheter du matériel de protection auprès des entreprises locales du Pays Basque. Donc, une plateforme de mise en relation a été mise en place. Vous pouvez vous connecter. Le lien sera actif sur le document qu'on va vous transférer à la fin de cette présentation. Donc, il est important la CCI a trouvé importante en tout cas de mettre en relation les personnes du territoire. Voilà. Donc l'employeur a donc l'obligation de protéger et de prévenir ses collaborateurs. Les bonnes pratiques, c'est de limiter les réunions en présentiel en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale d'1 mètre ou privilégier, comme on le fait là, un petit peu les visioconférences. Voilà, d'annuler ou de reporter les rendez-vous qui sont non indispensables. Organiser un roulement pour les pauses et les repas pour que le minimum de salariés se retrouvent au même moment dans un espace restreint. Également, demander aux salariés de nettoyer leur poste de travail, donc en leur
fournissant bien évidemment du matériel pour effectuer ces tâches-là. Éviter autant que possible la mutualisation des outils de travail, ou en tout cas installer un protocole de désinfection pour que chaque personne puisse entretenir le matériel pour le prochain. Voilà. Et mettre en place également un plan de circulation au sein de l'entreprise pour limiter le maximum de contacts physiques. Voilà. Dans ce sens-là, le ministère du Travail a édité des fiches conseils par métier qui sont téléchargeables avec donc des préconisations qui sont adaptées en fonction de la pratique de chacun. Donc, il est intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil. Et également, le lien sera actif sur la présentation que nous allons vous envoyer à la fin de cette réunion. Et bien évidemment, un focus particulier et des mesures complémentaires pour les salariés qui sont en relation et en contact avec du public. Donc, mettre en une zone de courtoisie d'1 mètre, nettoyer régulièrement les surfaces, instaurer une rotation des équipes pour qu'elles soient le moins possible en contact et le moins longtemps en contact avec du public, installer des protections telles que les IGF-ON, rappeler les gestes barrières avec des affichages et les affiches qui sont téléchargeables ou sur le site du gouvernement ou à créer vous-même, mettre à disposition du matériel nécessaire, les lingettes désinfectantes, des gants, des masques, du gel hydroalcoolique. Voilà ce qu'il en est concernant la santé et la sécurité des salariés. Donc, on trouvait important de mettre un petit focus sur le droit de retrait d'un salarié, qui est un droit de retrait qui n'est pas forcément lié au Covid, mais avec cette crise sanitaire, on trouvait important de faire un petit rappel là-dessus. On vous a mis le code du travail, l'article du code du travail qui correspond donc au droit de retrait d'un salarié. On a détaillé les points importants. Donc, en cas de retrait, en cas de droit de retrait, l'employeur doit maintenir la rémunération du salarié. Le salarié ne peut pas faire l'objet de mesures ou de sanctions à raison de l'exercice de son droit de retrait. Il ne peut pas être demandé au salarié de reprendre le travail si les conditions de sécurité ne sont pas rétablies. Le droit de retrait peut être abusif si toutes les mesures barrières ont été mises en place. Également, voilà, le salarié a le droit de se tromper sous réserve de mauvaise foi. Et par contre, là, faut être vigilant, c'est qu'un accident survenu dans les conditions entraînera une faute inexcusable de l'employeur. Par contre, en étant employeur, vous avez aussi, vous, des droits. Et si l'exercice de ce droit de retrait du salarié est manifestement abusif, une retenue sur salaire peut être effectuée. Et également, alors le droit de retrait ne donne pas lieu à une faute grave, mais peut donner lieu à des réelles causes de licenciement, pardon. Donc voilà, ces dispositions s'exercent le cas échéant sous le contrôle d'un juge. Mais voilà, vous n'êtes pas non plus sans droit face à cela. Je vais laisser la suite à Cathy Biscay. Alors, le recours à l'activité partielle. Alors, on parle aussi de chômage partiel, chômage technique, d'activité réduite. Dans le coup. Alors, l'activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques. C'est important de l'avoir en tête. Et qui permet à l'employeur de prendre en charge, en difficulté, de faire prendre en charge tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés. Alors, aujourd'hui, vous avez certainement dû l'entendre, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ouvre des négociations avec les partenaires sociaux pour voir les nouvelles modalités du chômage technique, du chômage partiel. Parce qu'en effet, au-delà des problèmes économiques, il a été institué, alors à partir du 1er mai 2020 et du 1er juin 2020 aussi, une prise en charge au titre du chômage partiel pour les salariés qui étaient en arrêt de travail, donc avec des personnes dites sensibles,
mais aussi pour tous nos collaborateurs dont les enfants ne pouvaient pas être repris à l'école. Alors, au mois de mai, ces personnes basculaient donc sur le dispositif d'activité partielle avec un maintien de salaire. À partir du mois de juin, le collaborateur qui ne peut pas mettre ses enfants à l'école doit justifier de certificat de l'école. Et à ce moment-là, l'employeur, vous qui êtes employeur, vous pourrez le maintenir en activité partielle. Cela dit, l'activité partielle mise en place correspond à des situations, de difficultés économiques. On vous a rappelé les 3 critères qui permettent de déclarer une entreprise en activité partielle. Donc, les entreprises concernées par des arrêtés de fermeture, c'est le cas des musées, c'est le cas des commerces, mais aussi de restaurants, entre autres, une baisse d'activité ou une difficulté d'approvisionnement, impossibilité de mettre en place des mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés. Si je peux prendre l'exemple de la CCI, nous avons des marins, donc des mécaniciens qui ne pouvaient pas assurer une distanciation au moins d'1 mètre quand ils étaient auprès des machines. Lorsque je vous disais, il y a un maintien de l'activité partielle pour les personnes vulnérables qui ne peuvent pas télétravailler. Effectivement, la directe qui va faire des contrôles, et c'est en cours déjà dans les entreprises, va vérifier que les entreprises qui ont mis du personnel en activité réduite ne pouvaient pas faire du télétravail ou n'avaient pas pu les mettre en congé ou en RTT. Ça, c'est vraiment quand même très important. Concernant la rémunération de l'activité partielle, donc les collaborateurs, jusqu'au mois de mai, pouvaient bénéficier de 84% de leur salaire net. Ça correspond à 8,03 de remboursement du taux horaire. L'employeur pouvait faire un complément de salaire. Ce complément de salaire pouvait être exonéré de charges. À partir du 1er juin, et ça c'est important, parce qu'on entend dans les médias dire des choses qui ne sont pas la réalité. Si vous êtes obligé de mettre en activité partielle vos collaborateurs, le collaborateur bénéficiera de 80% de son salaire net. Mais vous, employeur, vous ne serez remboursé qu'à hauteur de 85% de 70% du salaire brut. Et je fais simple parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais ce n'est pas la totalité de 100% du salaire. La directe vérifiera ce que je disais, si vous avez eu la possibilité d'imposer des congés pour éviter l'activité réduite. Pour faire une demande d'activité partielle, il faut faire une demande auprès de l'ASP, le service donc, de la directe, qui vous donnera une réponse sous 48 heures. Réponse qui, dans les circonstances même du déconfinement, de cette période qui est tendue et particulière, c'est une réponse quasiment automatique. Ça n'empêche pas des contrôles par la suite. Si vous avez des représentants du personnel dans le cadre d'un CSE, c'est un comité social et économique, je vous invite fortement, même si les décrets, les ordonnances prévoient que vous pouvez envoyer un avis 2 mois après l'ouverture de l'activité réduite, je vous conseille fortement d'associer vos représentants du personnel et de recueillir un avis, si possible favorable, pour la mise au chômage. D'une part, ça déstressera quand même les collaborateurs et puis c'est important de les associer. Et je pense que la directe dans ses contrôles, on aura tous, pourra en tenir compte. Alors, merci Cathy. Nous allons passer au dernier point. Donc, le télétravail en nouvel atout. Donc suite à cette crise sanitaire et au confinement, c'est vrai qu'en France, nous n'avions pas du tout l'habitude de travailler en télétravail. C'était très marginal. Donc, tout le monde a dû s'adapter un petit peu au dernier moment. Donc, on vous a mis quelques clés pour pérenniser cette nouvelle façon de travailler. Et on a bien précisé que c'était important de définir un support à la pratique du télétravail.
Alors, en premier point, il y a un accord collectif. Donc, ça dépend bien évidemment des entreprises. Il faut vérifier si un accord collectif est applicable à votre entreprise, donc afin d'encadrer ou non le télétravail. La convention collective ou un accord d'entreprise peut prévoir les conditions de mise en place. Si c'est le cas, vous devez respecter les modalités prévues par l'accord. En deuxième point, toujours par rapport à la taille de l'entreprise, il y a également une charte de télétravail. Si aucun accord n'encadre le télétravail, vous pouvez rédiger vous-même une charte de télétravail après consultation du Comité social économique, le CSE. Donc, dans cette charte, bien évidemment, il faut bien que ça soit précisé les activités éligibles au télétravail, les objectifs sociaux et organisationnels, les indicateurs de suivi et d'impact du télétravail sur l'activité de l'entreprise et bien évidemment la santé du salarié, et le guide d'usage pour les salariés bénéficiaires. En troisième point, s'il n'y a rien, bien évidemment, on peut faire un simple accord entre l'employeur et le salarié. Voilà, s'il n'y a pas d'accord, de charte, donc vous pouvez le mettre en place vous-même. Donc, le télétravail peut être demandé par tous les salariés, par tout moyen, donc email, courrier, demande orale. L'employeur peut refuser la demande du salarié, mais il doit justifier de sa réponse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre en place, les activités ou les tâches sont non compatibles. Aucun délai de prévenance n'est nécessaire, mais il est préférable quand même d'anticiper pour organiser donc le télétravail au mieux. Le télétravail peut avoir lieu au domicile ou en dehors, sauf si une charte ou un accord prévoit le contraire. Et la législation en matière d'accident de travail s'applique en télétravail également. Le salarié, pour information, a droit à des tickets restaurants et n'a pas d'obligation d'indemniser les frais occasionnés. Alors, comment on peut définir l'organisation du télétravail? Donc, nous l'avons mis en 3 points. En premier point, c'est choisir les conditions d'éligibilité, donc la nature du poste, les conditions du logement, l'autonomie également du salarié, parce que tout le monde n'est pas amené à pouvoir bien travailler en télétravail. Choisir le rythme du télétravail à mettre en place, donc le nombre de jours par semaine, par mois, définir bien les horaires de télétravail et les plages horaires auxquelles le salarié doit être joignable et définir les outils pour le télétravailleur. Donc, ordinateur portable, téléphone mobile, les connexions et vous assurer de l'utilisation à distance des équipements et leur efficacité et la protection de données, bien évidemment. Il y a également définir le ou les lieux d'exécution du télétravail. Donc, c'est à mettre en place donc, avec le salarié, donc au domicile, en espace coworking ou une mise à disposition d'un bureau. Adapter le management. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué de manager une équipe à distance. Donc, il faut savoir que la confiance, favorise l'autonomie. Il faut prévoir régulièrement des échanges entre le manager et le salarié. Mettre en place des documents de reporting. Surtout, éviter l'isolement du salarié et vous assurer de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et bien évidemment, voir si la charge de travail est adaptée aux salariés. Et développer les outils de communication interne, donc une newsletter à destination des salariés avec des bonnes pratiques, un temps d'échange informel avec vos équipes ou le salarié par visio ou même par téléphone, et former toutes vos équipes au digital. Alors, on a défini quand même les avantages et les inconvénients du télétravail, parce qu'on a un peu plus de recul au vu de la situation. Donc, les avantages du télétravail, il y a une meilleure qualité de vie au travail, la QVT, une augmentation de la motivation, de la concentration et de la productivité, une baisse de l'absentéisme, une continuité de l'activité en cas d'impossibilité de se rendre sur le lieu de travail et le gain de temps de déplacement pour les salariés.
Le deuxième point un peu plus négatif, les risques du télétravail. Il peut y avoir bien évidemment, comme je vous disais auparavant, un problème de management, pas assez de travail ou au contraire une surcharge de travail. C'est difficile de trouver le juste milieu, donc il faut être très présent. Une difficulté des salariés à se déconnecter entre la vie professionnelle et la vie privée. L'isolement du salarié ou la perte de sentiment d'appartenance à l'entreprise. On peut vite se sentir à part ou le fait de ne plus voir également ses collègues au quotidien, on peut se sentir isolé. Et la complication du travail d'équipe, perte de créativité ou d'innovation également. Voilà, on a terminé par le télétravail parce que c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour toutes les entreprises de le mettre en place. Tout le monde n'était pas équipé. Donc, bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour plus de questions ou autres sur tous les points. Et maintenant, nous arrivons au bout du webinaire. Nous allons passer donc aux questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait des questions au niveau de la conversation. Alors. Donc, on a plusieurs questions. Oui. Marc, bonjour. L'activité est en baisse. Pouvons-nous mettre une partie du personnel en chômage partiel? Comment faire la déclaration? Est-ce que Cathy, tu peux peut-être répondre à… Oui, effectivement. Oui, on peut mettre… Il y a une évolution là-dessus. Donc, le chômage partiel, mais pour une entité ou un service est possible. Bien évidemment. Donc, cela étant dit, en préambule, il faut quand même donc toujours associer les représentants du personnel, si vous en avez, effectivement, si vous n'en avez pas, vous le mettez, vous informez quand même les collaborateurs. Il faut vraiment bien identifier qui vous choisissez, pour quelles raisons vous les choisissez, quel type de poste, pour éviter une discrimination entre guillemets. Donc ça, c'est un premier point en amont de bien identifier, et le nombre d'heures. Je vous invite fortement, puisqu'en cas de contrôle, il y a des contrôles à l'heure actuelle de la directe qui demandent les bulletins de salaire et les plannings des collaborateurs. Je parle de risque parce que ça permet de mettre en place certaines informations. Donc, des plannings comme quoi le collaborateur était soit en congé, soit au travail, soit au chômage partiel. Donc, c'est très important en amont de bien identifier qui sont les collaborateurs dans un service qui pourront faire du chômage et pourquoi pas d'autres. Donc, ça, c'est un premier point. Et toujours, il faut faire la déclaration sur le site ASP. Donc, il faut que vous vous inscriviez, on vous envoie un mot de passe. Donc, vous avez au moins 3 mails. Donc, à partir de là, vous déterminez pourquoi vous faites du chômage. Donc, le Covid est un élément dans la case autre, Covid, mais aussi bien expliquer pourquoi vous mettez en place ce chômage, les mesures préventives que vous avez pu mettre en place, congé, RTT, et tout le process, vous avez une autorisation et après, vous faites votre demande de dommage, de remboursement, toujours sur le site. Voilà, donc vous pouvez, mais vraiment en amont, prévoyez bien de bien cadrer, de bien informer, de bien cadrer, d'identifier quels sont les postes et pourquoi vous faites de l'activité réduite pour ce personnel-là. Et toujours sur le même site ASP, activité partielle. Et donc, vous aurez votre identifiant. D'accord. Merci Cathy. J'espère que c'était clair pour vous. On a une autre question de l'entreprise Maritime Système qui dit « Bonjour, dans le cas où le télétravail peut être mis en place et qu'aucune contre-indication n'est applicable, la direction peut-elle refuser le télétravail et notamment lorsque la garde d'enfants n'est pas assurée par l'école? Certificat à l'appui. » Je réponds dans le cas où le télétravail peut être mis en place. Normalement, alors c'est une question qui se pose dans toute entreprise, je l'ai aussi, bien évidemment, depuis le mois de juin. Effectivement, même avec un certificat de l'école, normalement, le télétravail, la direction peut refuser le télétravail parce que quand on est en télétravail, alors, je le dis en tant que DRH, j'ai mes collègues aussi, mais c'est le discours que je tiens.
il sera mesuré. Oui, le télétravail ne sert pas à garder ses enfants parce que c'est compliqué, hein, vraiment de faire du télétravail des enfants et garder ses enfants. Cela dépend des âges de l'enfant et je crois très sincèrement que c'est important de discuter avec le collaborateur, de dire le télétravail, comment ça peut s'organiser. Quelqu'un qui est en télétravail, peut-être que c'est plus, même s'il garde ses enfants et que pendant, il fait peut-être passer 8 heures par jour, il a une autonomie, il peut décaler son temps de travail et il faut peut-être aussi, il peut faire son travail. Donc c'est une question, alors c'est mesuré, mais effectivement on peut dire non, mais je crois que l'important c'est d'en discuter avec le collaborateur et de dire dans quelles circonstances. Nous, ce qu'on pratique aussi dans notre entreprise, parce qu'on a moi j'ai plusieurs entreprises, on a refusé du télétravail dans certaines directions et on aménage les horaires. C'est-à-dire qu'un collaborateur peut très bien, pour le mois de juin jusqu'au 4 juillet, puisque l'école est normalement accessible jusqu'au 4 juillet, c'est de potentiellement faire des horaires aménagés, donc du matin ou de 7h à 13h. Je ne saurais insister sur le fait d'avoir vraiment un regard une discussion avec le collaborateur, parce que effectivement, la suite, ça peut rendre des tensions entre les relations. Voilà. Donc, mais la question est toujours d'actualité. J'espère avoir répondu. Et justement, il y a une nouvelle question également de la même entreprise, Maritime System. Donc, par rapport aux déplacements professionnels, notre entreprise possède des clients nationaux en zone verte ou orange. Les salariés peuvent-ils refuser d'effectuer les déplacements sur nos sites clients? C'est vrai que oui, c'est une question délicate. Et, oui. Est-ce qu'ils peuvent refuser? Oui, si on ne leur garantit pas toutes les mesures sanitaires. C'est-à-dire si dans les clients chez qui ils vont, puisqu'on a l'autorisation de se déplacer et aussi d'aller à l'hôtel quand il y a des déplacements. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment s'assurer que le collaborateur il y a toutes les mesures sanitaires respectées chez le client. C'est-à-dire qu'il faut se faire envoyer donc le plan de déconfinement, savoir s'il y a des masques qui sont donnés aux collaborateurs quand ils arrivent, dans quelles circonstances, où est-ce qu'il va travailler. Donc oui, il a le droit de refuser, mais très longtemps quand même, si on assure que voilà, toutes les mesures sont prises en charge. En fait, c'est ce qui est compliqué pour les entreprises, et je pense que pour vous aussi, c'est qu'il y a une obligation qui pèse sur l'employeur, sur la santé et sécurité au travail, une obligation forte, alors qu'il n'est pas une obligation de résultat, mais de moyens. Mais cela étant dit, les collaborateurs, vous comme moi, quand on rentre chez soi ou quand on est le week-end, on ne respecte pas nécessairement les mesures barrières. Mais cette obligation pèse sur l'employeur. Donc, il faut assurer la formation, l'information. Assurez-vous que les collaborateurs ont bien lu toutes les mesures barrières envoyées par mail pour qu'ils soient bien au courant de ce qu'ils doivent faire à titre individuel, parce que c'est aussi leur responsabilité, mais aussi dans les entreprises dans lesquelles ils vont. Donner tous les documents, si possible par mail pour qu'ils soient bien assurés de ça, mais après qu'ils refusent, c'est compliqué. Mais certaines personnes ont des peurs, effectivement. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Et justement, voilà, l'entreprise Maritime System a retourné une nouvelle question. Donc, par rapport au déplacement, est-ce que la direction est responsable dans le cas d'une contamination? C'est-à-dire, quand on ne sait pas d'où part la contamination, oui. Voilà, c'est ce que je disais, l'obligation. J'ai eu vraiment un débat sur l'obligation des avocats, parlaient d'obligation de résultats qui pèsent sur l'employeur et qu'il y aura des contentieux, effectivement. Aujourd'hui, le Covid est un petit peu loin de nous puisqu'on est quand même complètement déconfiné et qu'on est la plupart en zone verte. Dans la grande Aquitaine, dans la Nouvelle-Aquitaine plutôt, on a été quand même pas
toucher que ça. Mais il peut y avoir effectivement des personnes qui pourraient attaquer les employeurs. Moi, ce que je dis aujourd'hui, j'étais plutôt sur une obligation de résultat. De résultat, c'est à la condition que l'employeur doit prouver qu'il a informé et qu'il a formé les collaborateurs. Informé avec toutes les affichages. Certaines entreprises font même passer des huissiers pour constater, par exemple, pour les caissières, qu'il y a bien toutes les mesures barrières. Mais il faut vraiment avoir à prouver que vous avez mis en place toutes les mesures sanitaires, la distanciation, un plan de déconfinement, la mise à jour de votre DUER, document unique. Ça, c'est très, très important. Et l'inspection du travail, médecin de travail, s'ils font une descente chez vous, ils vous le demanderont. Ça, c'est important. Et je sais que Vanessa et Caroline ont à disposition des trames qui sont très, qu'on a pu utiliser. Donc, oui, c'est une responsabilité, oui, parce qu'on est responsable de nos collaborateurs. Ils sont aussi responsables de ce qu'ils font les week-ends ou le soir. Mais on a une obligation de moyens limitée. Mais attention, avec les tribunaux, en fonction de ce qui pourra être fait. Mais voilà, si vous avez vraiment bien assuré que vous pouvez justifier, je pense que vous pouvez dormir un peu plus tranquillement. Merci Cathy. Alors, voilà, l'entreprise Maritime System a toutes ses réponses. Donc, c'est déjà important. Vous en avez d'autres? Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez, également, vous pouvez ouvrir les micros, il n'y a pas de souci pour poser des questions en direct. Vous avez la main. S'il n'y a pas de questions, juste, mais Vanessa, si tu m'autorises, sur le télétravail, parce que bien sûr. Si le temps que vous cherchiez vos questions, le télétravail est effectivement, comme tu l'as dit, Vanessa, on n'a pas fait de télétravail pendant ce confinement. On a eu un télétravail en mode dégradé. Le télétravail est par principe choisi, accordé par l'employeur et choisi. Et quand c'est choisi, effectivement, il y a des études. Et je vous renvoie sur un YouTube un professeur d'HEC en management qui est très intéressant, mais c'est 5 minutes, c'est monsieur Olivier Siboni sur le télétravail, les avantages sur la productivité, sur la responsabilité, sur l'autonomie des collaborateurs et les risques. Les risques aussi dont on a parlé, c'est manque de créativité, la petite rencontre dans le couloir qui fait qu'on peut solutionner un dossier. Donc, moi, je crois aux vertus du télétravail, mais il faut qu'il soit cadré. Et comme ce qui vous a été présenté, il faut à minima un cadre. Quand il y a un cadre, c'est souple. Et des écrits, c'est important parce que ça permet la confiance. Il ne peut pas y avoir de télétravail s'il n'y a pas de confiance. Et de mon point de vue, en tant que DRH, c'est sur quoi on essaie de travailler, c'est sur le management. Quand il y a télétravail, on n'a plus nos collaborateurs sous les yeux. On ne sait pas ce qu'ils font. Mais on sait qu'ils sont autonomes et en fait, il faut manager par objectif et non plus par je t'ai sous les yeux, je te contrôle, je sais ce que tu fais, je peux avoir un retour immédiat de ce que tu fais. Le télétravail suppose qu'il y ait de la confiance, de l'autonomie, responsabilité et ça fait partie de la motivation des collaborateurs et je peux vous assurer que c'est vraiment très important. Quand on est en télétravail, on travaille plus parce qu'on est plus concentré. Mais effectivement, il faut faire attention, vie privée, vie professionnelle. Mais le management par objectif est important. C'est de dire, je vais vous prendre l'exemple, si vous permettez, à la CCI, j'ai une chargée de paie qui a dû faire du télétravail en gardant aussi ses enfants. Bien évidemment, l'objectif, c'est que s'il y a 300 personnes qui n'ont pas leur salaire, c'était juste pas possible. Donc, on a managé par objectif. L'objectif, c'est que les payes soient faites en temps et en heure, que les déclarations pour les activités partielles soient faites en temps et en heure. Et quand il y avait des problèmes, on arbitrait. Donc, j'ai fait du management à distance en gérant des priorités, mais surtout en faisant confiance sur le fait que l'objectif, c'est que les payes soient faites. Je peux vous assurer, c'est un mode de fonctionnement différent.
faites confiance à vos collaborateurs. Et tous, comme l'a dit Vanessa, tous les collaborateurs ne sont pas en capacité de faire du télétravail. Certes, et j'ai des collaborateurs ici qui nous ont dit, moi, j'aime pas le télétravail. Le télétravail, comme on l'a fait, c'était pas top, parce que c'était du non-stop. À situation exceptionnelle, télétravail exceptionnel. Mais cadrez-le. Et essayez de faire, nous on fait des tests à la CCI, dans d'autres entités, on essaie de faire des tests pour savoir à quel niveau on va mettre le télétravail. Un jour, des demi-journées. Souplesse, autonomie, responsabilité et management par objectif. Voilà le message que je voulais vous passer. Oui, c'était important. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Il n'y a pas eu de questions. Non. Du coup, voilà, entre-temps, il n'y a pas eu de questions. Donc, nous allons clore voilà, ce webinaire. Je tiens à remercier donc Caroline Adam et Cathy Biscay de leur participation pour cette présentation. Et nous vous enverrons bien évidemment le document où vous allez avoir donc nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Hein. Nous sommes disponibles et nous allons répondre à toutes vos questions. Et pour information, le prochain webinaire sera mardi prochain, mardi 16 juin à 11 h, avec le sujet Action commerciale post-Covid, itinéraire bis, présenté par Florian Martin et Bertrand Dulz. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.